On est ready. Let's go. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 13 du podcast de Hockey sur demande. Encore une fois, je pense que vous commencez à le connaître pas mal. Voici Stéphane Grenier d'Entrechum. Salut Stéphane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Max, ça va bien? Écoute, ça va bien. Il y a beaucoup de choses à discuter dans ce podcast-là parce que l'actualité du hockey nous a gâté un petit peu cette semaine. Il y a quand même eu plusieurs nouvelles. Évidemment, on va commencer avec notre fameux segment coup de cœur et coup de pied. Ensuite, on va parler d'un nouveau joueur qui s'amène chez le Canadien. Ça a été annoncé aujourd'hui pendant que je travaillais. Une chance que tu étais là, Stéphane, parce que j'ai passé carrément à côté. Sinon, on va parler de Marc Bergevin qui fait déjà un retour dans la LNH. On va parler également du dossier Evander Kane parce que ça a fait couler quand même pas mal d'encre dernièrement. Et ensuite, Stéphane, tu as noté quelques sujets aussi qu'on va parler en rafale. Donc, c'est pas... Oh, puis on va terminer évidemment avec la section sur réception où j'ai 4 petites questions. Je vais t'avouer que cette semaine, c'est peut-être ma moins bonne batch. J'étais comme pas trop inspiré cette semaine, fait que je m'en excuse déjà, Stéphane. C'est même pas si pire, mais c'est pas mes meilleures questions. On va se le dire. Ça commence à être difficile de se trouver 4 questions par semaine. On va te le dire que ça se fait le tour avec l'actualité qui est très peu probable à Montréal. Ça fait plus d'actualité pour ailleurs, mais c'est pas facile. Effectivement. Donc, on va starter ça dès maintenant avec notre segment coup de cœur, coup de pied. Écoute, on va garder le segment coup de pied en dernier parce que je pense qu'on va avoir une discussion sur mon coup de pied. C'est rare qu'on se dit nos coups de cœur et coups de pied avant l'émission. D'habitude, on essaie de se garder ça là, comme surprise, si on veut, pour l'autre personne. Mais là, on en a discuté parce que ça faisait partie de tes sujets que tu voulais parler plus tard. Donc, on va juste en parler plus rapidement. Fait qu'on va commencer par le coup de cœur de la dernière semaine. Stéphane, je te laisse y aller. Yes. Écoute, je vais prêcher de ma paroisse. Évidemment, pour moi, c'est un beau retour de Niklas Lidstrom avec les Red Wings de Détroit qui devient vice-président hockey. Je pense qu'avec le pedigree qui s'en vient avec les Wings, on sait déjà qu'il y a du bon repêchage qui se fait avec Steve Yzerman. Et là, on ramène vraiment les meilleurs vétérans qu'on a eus ou ceux qui ont eu les Red Wings tatoués sur le cœur. On a Pat Verby qui était déjà là comme assistant général, directeur général. On a Niklas Lidstrom qui s'occupait aussi du développement européen. Donc, on ramène des vieux, mais aussi des joueurs qui ont été des étoiles pour les Red Wings. Puis écoute, que mieux dire pour, selon moi, le meilleur défenseur européen que j'ai eu avec National, Niklas Lidstrom devient vice-président opération. Donc, c'est un super ajout pour moi. Puis, c'est une autre fleur de plus pour mes Red Wings qui s'en viennent les prochaines années. Donc, c'était sûr que c'était mon coup de cœur cette semaine. Tu sais, on dit souvent là, pour les jeunes, pas nécessairement les jeunes, mais les joueurs qui viennent jouer à Montréal, là, qui rentrent dans le vestiaire, puis waouh, Maurice Richard a joué pour cette équipe-là, puis tout ça. Là, imagine, c'est le même effet du côté des joueurs des Red Wings. Ils ont comme un Niklas Lidstrom qui était le meilleur défenseur de tous les temps du côté des Red Wings, puis que là, ils vont sûrement les côtoyer là, sur une base régulière. Je pense qu'il va y avoir un petit starstruck là, pour certains joueurs. Surtout un gars comme possiblement Lucas Raymond, qui est un jeune Suédois aussi, qui a probablement regardé Lidstrom quand il était plus jeune. Quoi qu'il est peut-être un petit peu... Ben, quoi que Lidstrom, il a fini à quoi dans le milieu des années 2000 environ? 80... Non, plus que ça, 2000 quelque chose. T'as pu, faudrait que je te le dise. C'est une bonne question. Parce que je sais pas si... Parce que Raymond doit être né comme en 2000. Fait que je sais pas s'il a vraiment... Ça va être aussi un bel ajout pour un gars comme Moritz Seider, qui est un joueur quand même offensif. T'sais, on sait qu'il un défenseur dans sa trempe un peu plus physique en plus. Fait que... Ouais. Lidstrom a fini en 2011-2012. Bon, OK. Fait que, non, il l'a sûrement vu jouer, là... Monsieur Raymond, donc ça va être une inspiration pour lui, pas mal certain. Donc, très bon move pour les Red Wings, honnêtement, d'amener une légende comme ça au sein de l'organisation. Je pense que c'était juste logique. Là. Aussi logique que probablement que... Ah oui, vas-y. Excuse, je vais te couper. Tu parles souvent de ramener les anciens. Le Canadien de Montréal a été reconnu pour faire ça. Je connais peut-être 90-95. Après ça, on sait qu'est-ce qui se passe depuis l'année 2000. Là. C'est un peu nébuleux au niveau du Canadien, mais écoute, je te nomme des noms. Là. Pat Verby, qu'on a parlé, Steve Yzerman, Niklas Lidstrom. On parle de Sean Urquhart, qui n'a pas été un mauvais joueur national, beaucoup blessé, mais pas un mauvais joueur. Dan Cleary, qui a joué aussi pour cette équipe-là, qui était longtemps un bon joueur. On a Alex Tanguay, qui est assistant-entraîneur en plus. Donc, ça, c'est tous des joueurs qui ont de l'expérience, puis c'est tous des joueurs qui ont été dans l'expérience il n'y a pas longtemps. C'est pas juste les anciens des Red Wings, mais c'est pas des gars qui sont rendus à 74, 75, 76 ans, qui sont pas capables non plus de patiner et de parler aux jeunes. Fait que je pense que, comme tu dis, pour les Red Wings, de voir quand tu rentres dans la chambre, tu vois dans ton boss qui est Steve Yzerman, ton assistant, ton vice-président d'opération qui va être maintenant Lidstrom, avec Niklas Lidstrom aussi, qui a été aussi une des vedettes là-bas pendant longtemps. Donc, comme tu dis, ça va vraiment faire un bon changement pour eux autres. Moi, mon coup de cœur, c'est assez simple. C'est enfin le retour d'Evgeny Malkin avec les Pingouins. Puis il a fait ça en grand hier contre les Ducks. Là, 2 buts, une passe, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il a fini à 3 points. Il me semble que c'était ça, 2 buts, une passe. Et là, ça rend les Pingouins encore plus dangereux, bien évidemment. Ouf. Et tu sais,
déjà que les Pingouins étaient quand même relativement plaisants à voir aller, mais là, avec Malkin qui revient en plus, je pense qu'on ajoute une coche de plus. Puis là, les Pingouins qui sont au beau milieu de la course pour les séries sont 4e, si je ne me trompe pas, dans la métropolitaine, ce qui est quand même très bien placé là, pour lutter dans cette course-là. Non, très content qu'un gars comme Malkin soit revenu en espérant qu'il va rester en santé là, jusqu'à la fin de la saison, puisque les Pingouins vont en avoir de besoin là, effectivement pour réussir à se faire une place en série. Oui, écoute, puis c'était un de mes points dans ma nouvelle section mention honorable que je fais. Là. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, les Pingouins sont au milieu de la course depuis quoi? Déjà depuis un mois qu'on dit, allez, ils vont s'effondrer, puis finalement, tout fonctionne pour eux autres. On vient racheter Evgeny Malkin qui rentre hier dans le sujet. Puis oui, ils se battent pour les métropolitaines, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils sont 10e dans la Ligue nationale. Donc, la division métropolitaine est déjà très forte. Caroline, New York sont ensemble à 50 points avec Washington à 49, puis on a Pittsburgh à 47. Donc, tu sais, au début de l'année, quand on regardait ça, on se disait la métropolitaine va être une division qui va être difficile, qui va être ardue. Mais la seule bémol pour eux autres, c'est le problème de cette division-là, c'est que les Islanders auraient peut-être pu revenir de l'arrière, mais là, avec Pingouins qui sont revenus très forts, avec Evgeny Malkin qui revient aussi. Donc, je donne quand même pas cher de la peau des Islanders dans cette division-là. Mais effectivement, c'est un bon coup de cœur pour toi. Là. Ça a été un bon retour d'Evgeny Malkin hier, puis ça fait du bien de voir les Pingouins. Écoute, rafraîchir leur alignement, puis tout fonctionne présentement. Sinon, si on y va dans le plus négatif, qu'est-ce qui a retenu ton attention pour les mauvaises raisons dans la dernière semaine? Écoute, c'est un coup de pied, mais en même temps, qu'est-ce que c'est ça en même temps? Mais je vais y aller avec la fameuse vidéo de Patrick Friolet avec la discussion animée entre Drouin et Ducharme. Écoute, là, on en parle depuis quoi? Ça fait 13 podcasts qu'on fait, ça fait peut-être 7-8 podcasts qu'on en parle. Les médias québécois, c'est correct. Mais là, c'est du n'importe quoi. Puis c'est un nouveau chroniqueur, c'est une nouvelle personne qui veut suivre le Canadien parce qu'on sait que Chantal Machabée est parti avec le Canadien à titre de vice-président des communications. Mais aïe, qu'est-ce que c'est ça? À un moment donné, il faut comprendre que des joueurs, ça se parle, que des entraîneurs des joueurs, ça se parle. Puis c'est pas parce que le joueur patine à l'entour du coach. Il lève les bras de même un peu. Après, là, à un moment donné, là. Puis écoute, c'était juste drôle de voir Dominique Ducharme après, en entrevue, dire ben écoute, on faisait juste discuter du powerplay, là, puis on sait que le powerplay, les Canadiens sont derniers. Fait que c'est sûr que tu rieras pas, là. Donc écoute, c'est une petite brique à Patrick Friolet. Je sais que c'est une très bonne personne. Mais en même temps, je pense qu'il va falloir qu'il apprenne le métier un petit peu plus. On sait aussi qu'Alan Walsh, il l'a lavé sur Internet. Donc, je pense que c'est un petit coup de pied cette semaine-là. Mais en fait, c'est pas la première fois que RDS fait ça. Je pense qu'il y a... C'est-tu RDS ou TVA Sport? Maintenant, il y avait 2 joueurs là, qui s'étaient un peu chamaillés dans l'entraînement. Mais tu sais, c'était rien. Là. C'était 2-3 coups de bâton, puis c'est réglé. Puis c'est la fin du monde. Là. C'est comme escarmouche à l'entraînement ou je sais plus trop quoi. Je pense qu'en plus, c'était Drouin puis du Kulak en plus. Je pense que c'était Drouin, c'est ces deux-là. Donc, on suit Drouin au pied et à l'œil. Donc, non, je trouve ça juste plate. Je trouve que c'est du mauvais... C'est du mauvais média, puis c'est ce qui fait qu'on est tanné d'entendre ce Canadien. C'est ça le problème. C'est rendu ça maintenant, les médias aujourd'hui. Puis tu sais, je dis les médias, les blogs aussi, c'est ça. C'est qu'on veut des clics. C'est simplement ça. Puis en même temps, je leur en veux pas parce que c'est ça qui fait l'argent en tant que tel sur Internet. Là, ça prend des clics. Puis les gens, malheureusement, puis là, je vais peut-être me faire tirer des tomates pour ça. Je m'en fous, je suis prêt à assumer. Mais les gens sont lâches dans la vie. Surtout quand c'est le temps de naviguer sur Internet. Si tu ne donnes pas l'information tout cuit dans le bec, ils ne cliqueront pas. Fait que là, il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu ailles les teaser avec des titres à clickbait. Ouais, c'est le même que ça fonctionne, mais l'envers de la médaille, ce qui est plate, c'est que c'est la qualité du contenu qui en souffre parce qu'on met le titre gros de même quand la nouvelle est grosse de même. Fait que, t'as raison. Puis tu sais, c'est une des raisons pour laquelle, d'après moi, mon blog, il pousse pas plus que ça. C'est que moi, j'essaie d'éviter de faire ça. J'essaie de faire des articles avec du contenu, puis avec de l'opinion, puis de l'explication. Mais les gens, ils s'en contre sac de ça. Ce qu'ils veulent, c'est la nouvelle d'attitude avec un beau petit titre accrocheur. Puis c'est l'effet cocasse. Hein? Puis on a vu beaucoup de blogs augmenter dans les dernières années. Puis tu as raison, moi aussi, ça a été un peu ça, mon déclin avec Entre-Chums. On a essayé de donner le plus possible d'informations. Oui, c'était des blogs personnels de certaines personnes qu'on avait quand j'avais mon site web là 3 ans. Mais tu as raison, c'est difficile de garder une vibe quand justement tu fais pas des genres d'articles flash là, qui appellent ou des choses comme ça. C'est dommage, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des blogs qui sont juste faits pour ça. Il y a des blogs qui sont faits acheter par les grosses compagnies comme RDS et TVA à cause de ça. Tant mieux.
Mais écoute, moi, je trouve que c'est pas... pas que ça n'a pas sa place, mais ça devrait pas être une nouvelle de la journée. Non, vraiment pas, loin de là, mais c'est un bon coup de pied parce que c'est vrai que des fois, les médias en vont pas mal épais pour qu'est-ce que c'est réellement. Puis, tu sais, on dit qu'on veut. Les gens disent qu'il faudrait lâcher, tu sais, sacrer patience aux joueurs, puis tout ça, puis c'est avec des niaiseries de même que ça règle pas le problème, en fait. Là. On cherche des bébés, tout ce qu'il n'y en a pas vraiment, puis c'est ça. Exactement. Puis toi, c'est quoi ton coup de pied? Oui, mon coup de pied, moi, ça s'adresse. En fait, c'est un coup de pied en 2 temps. C'est un double coup de pied, un gauche puis un droit. Parce que c'est les Flyers en général, mais autant Bobby Clark que Ron Hextall. Et là, on va commencer par Bobby Clark qui est allé d'une déclaration assez incendiaire dernièrement en parlant du repêchage l'année où c'était Nolan Patrick, Nico Hischier et compagnie. Et je vais lire la quote là, que c'est écrit tel quel là, sur RDS. Personne d'autre que Ron Hextall n'était impliqué dans la sélection de Nolan Patrick. Aucun de nos recruteurs ne voulait repêcher Patrick. Nous voulions Cale Makar, mais Hextall a fait le choix individuellement. Bon, fait que mon coup de pied dans la face à Bobby Clark de relever ça là, au grand jour à tout le monde, juste pour donner du hit là, à Ron Hextall. Honnêtement, c'est pas fort de tirer quelqu'un en dessous du boss comme ça. Mais à l'inverse, mon deuxième coup de pied va à Ron Hextall qui a dit à ses recruteurs, regardez, ça là, présentement ici, là, c'est votre liste de joueurs là, que vous me recommandez. Ben, c'est ça que je fais avec votre liste, puis je vais choisir le joueur que moi je veux. Je trouve tellement que c'est un vote de non-confiance envers tes recruteurs qui pensent toute la saison à épier ces joueurs-là. Toi, tu es allé peut-être voir chaque joueur 1 ou 2 fois, gros max. Et tu as une idée, tu voulais aller le joueur de centre offensif quand tu avais déjà Couturier, tu avais déjà Giroux, mais que tu avais un méchant problème en défensive, puis tu as un gars comme Cale Makar qui est disponible, tu le laisses aller. Ça, c'est mon coup de pied à Ron Hextall, de prendre cette décision-là individuellement puis de ne pas faire confiance à tes scouts qui sont là à l'année longue dans les arénas à scouter ces joueurs-là. Mais en même temps, mon coup de pied va également à Bobby Clark de révéler cette information-là publiquement pour que les gens aient du shame. Ben, probablement que ce n'était pas son intention directement, mais tu sais... Une frustration, je pense. Le fait que ça a été rapporté par les journalistes et tout ça, ben là, ça va créer du hit là, pour un gars comme Ron Hextall qui en a pas vraiment de besoin. Là, Non, puis c'est drôle parce que j'ai fait une petite erreur sur Facebook cette semaine en disant qu'il devrait se faire congédier dans pas long, ça va pas bien, mais il est rendu avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, il faut le savoir. Moi, je le vois en 2 temps, puis je suis content que tu l'amènes en 2 temps parce que oui, on n'aime pas national, surtout le système de recrutement, le système de scouting, les DG, c'est tout un petit monde, c'est tout une petite clique. Mais en même temps, Bobby Clark, je pense que ça fait des années qu'il est là. Je pense qu'on a de la frustration aussi à Philadelphie, avec l'équipe qu'on a devant nous. On n'est pas capable de remporter des matchs. On n'est pas capable d'avoir une bonne équipe devant nous. Puis on regarde une équipe comme les Penguins de Pittsburgh sont proches d'eux autres, une grosse rivalité, qu'eux sont capables de se renouveler année après année. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense qu'on est frustré du côté des Flyers, mais on ne devrait jamais faire ce que Bobby Clark a fait. De l'autre côté, Ron Hextall a toujours été une personne qui était dure d'esprit. On a toujours su que c'était un gars qui était dur une tête de cochon, comme on dit en québécois. Là. Donc, quand tu t'entoures de personnes et que tu as une équipe comme les Flyers qui n'ont pas très bien recruté depuis les dernières années, je te dirais, ils ne sont pas capables non plus, un peu comme le Canadien, d'aller chercher les joueurs à pêchage puis de bien les former pour la Ligue nationale, ben, ça te met une belle anguille sous roche de dire pourquoi je n'ai pas décidé d'y aller avec un joueur qui m'a été suggéré versus ce que moi je pensais. Au moment de la sélection, je ne pense pas que Cale Makar, on pensait qu'il serait probablement le meilleur défenseur de la Ligue. On va se le dire, là, c'est un peu le repêchage, c'est ça. C'est sûr que 4 ans ou 5 ans plus tard, là, ils ont l'air d'une gang de zouf. Je pense que Nolan Patrick, c'était en 2017, je pense, le choix de repêchage. Ça, je ne l'ai pas devant moi. Là, j'aurais dû regarder l'information. 17 ou 18. C'est sûr que si on regarde ça un petit peu plus loin, Nolan Patrick, malheureusement, n'a pas fait l'unanimité en Ligue nationale. Il ne la fait pas encore. Parce que Cale Makar, unanimement, on peut dire que c'est un des meilleurs, ou en tout cas dans le top 5 des défenseurs de la Ligue. Donc, c'est facile à dire. Mais je pense que c'est une belle examen de conscience pour Ron Hextall de se dire avec les Pingouins, ça va bien, le recrutement a toujours bien été, donc je pense qu'on va peut-être commencer à faire attention, ou peut-être qu'il a compris de ça aussi avant d'aller avec les Pingouins. En même temps, les Pingouins n'ont pas grand-chose à enseigner aux Flyers côté recrutement. Et ces choix de première ronde, ils sont tout le temps échangés dans une transaction pour un joueur actuel. Ils n'ont pas développé grand-chose. Ça part Crosby, Malkin.
Il y a Jerry, il y a Genzel, mais après ça, c'est assez mince côté recrutement. Là. Fait que, non, je pense plus que du côté des Flyers, on voulait repêcher Patrick parce qu'un attaquant, c'est toujours plus sexy à repêcher qu'un défenseur. Puis, tu sais, un gros gabarit en plus, Patrick aussi. C'est un joueur solide. C'est un joueur un joueur comme les Flyers l'aiment. Un gros bonhomme capable de frapper, capable de se battre un peu, marque des buts. Puis malheureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, on va espérer là, que Bobby Clark ne va pas tirer d'autres personnes en dessous du boss dans les Il n'y aura pas une job longtemps avec les Flyers s'il continue à faire ça, en tout cas. Fait qu'on va plonger maintenant dans les sujets qu'on voulait toucher plus en profondeur cette semaine. On va commencer par le Canadien qui ont ajouté un nouveau joueur, un nouvel attaquant. Écoute, avec tous les joueurs sur la liste de COVID, il faut qu'ils remplissent des chandails. Et cette fois-ci, c'est Rem Pitlick qui a été ramassé au balotage. Le frère de Rhett Pitlick, pas un défenseur, mais un attaquant que le Canadien a repêché, je pense en 2019, si ma mémoire est bonne, ou 2018. Exact. Qui ont réuni les deux frères à Montréal. Est-ce que Rhett va faire la NHL un jour? On ne le sait pas. Mais son frère Rem qui va porter les couleurs du Canadien là, pour au moins jusqu'à le reste de la saison. On verra par la suite qu'est-ce qui va se passer dans son cas. Il n'avait pas une mauvaise saison du côté du Minnesota. Je pense qu'il y avait comme 11 points en 20 matchs. Là, si ma mémoire est bonne, qui avait également été bon là, dans la Ligue américaine avec le club école du Wild. Donc, un joueur intéressant, pas une super vedette. Là, fait que enlevez-vous ça de la tête. C'est pas un joueur qui va avoir un point par match. Mais peut-être un joueur sur un troisième trio, un quatrième trio qui pourrait être intéressant là, pour le Canadien, du moins pour finir la saison. Oui, exact. C'est un joueur qui a joué quand même pour le Big Ten dans l'université, dans l'NCAA avec le Minnesota. Donc, c'est un joueur qui a quand même avancé son lot de points, 1,2 points par match dans l'universitaire. Il avait une bonne saison aussi avec le Wild, là, comme tu dis, 6 buts, 5 passes, 11 points pour 20 en 20 rencontres. Donc, c'est un choix de troisième ronde, 76e au total par les Prédateurs de Nashville en 2016. Un jeune de 24 ans, un centre, encore un autre qui peut venir donner un petit peu de place. Moi, je pense que le Canadien, tranquillement, pas vite, on a probablement décidé dans les 2 ou 3 qui s'en venaient comme DG, puis là, on veut rajeunir l'équipe. Aller peut-être chercher d'autres choses, peut-être un petit peu de grit, là, un petit peu plus. Donc, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un gars qui est très connu. Il y a beaucoup de monde qui ont sûrement dit « OK, DB, c'est qui ce gars-là? » C'est pas un joueur super étoile à la nationale, mais c'est un joueur qui fait bien quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là, pour vrai là, pour eux autres, mais c'est pas un joueur qui a eu beaucoup de millage dans les dernières années. Donc, on a hâte de voir ce qui va arriver avec le Canadien. Est-ce que tu penses que la sélection de Pitlick est un peu un vote de non-confiance en Ryan Poehling qui va sensiblement lutter pour le même poste que lui là, pour le reste de la saison? Je pense c'est peut-être pas. plus pour Cédric Paquette, peut-être, ça par exemple. Cédric Paquette, moi, je pense qu'il va s'en aller. Je pense qu'on a mis avec Cédric Paquette cette année. Pas parce qu'il n'y a pas une bonne saison. Je pense qu'on veut rajeunir. Cédric Paquette, c'est pas un mauvais joueur. C'est un Québécois. On l'aime tous. Mais je pense que là, on veut y aller avec un jeune qui a peut-être plus d'espoir à long terme de devenir un joueur de troisième trio. Moi, je pense que si Poehling continue à bien jouer comme ça, je pense qu'il va peut-être se rendre vers un 3 ou un deuxième trio, peut-être dans une équipe moins forte avec le Canadien, en attendant d'aller rechercher ou de repêcher des très bons joueurs de centre. Parce que visiblement, notre premier joueur de centre, qui était Dvorak, ne fonctionne pas cette année. On a aussi Suzuki qui est encore en apprentissage. On dira ce qu'on veut, mais il est encore en apprentissage. Donc, d'après moi, on veut juste renforcer peut-être la 4e, 3e ligne. Et puis, il faut lui donner une chance aussi. Là. Il connaît une bonne saison l'année passée dans la Ligue américaine, il connaît une bonne saison cette année quand même. Mais c'est du millage qu'on veut. Là. Je pense qu'on a compris qu'il fallait être patient un petit peu plus avec nos joueurs de Ligue américaine. Puis, on avait tellement de joueurs qui sont montés en haut qui ont fait un petit peu un échantillon dans la Ligue nationale. Je pense qu'on a été capable de dresser des lignes puis mettre des bases sur des T présentement pour les joueurs du Canadien avec la nouvelle direction qui s'en vient. Écoute, avoir trop de joueurs de centre à développer, je pense pas que c'est un problème. C'est probablement un gars qui va graviter peut-être un petit peu plus dans la Ligue américaine l'année prochaine. On va finir la saison à Montréal probablement là. Puis l'année prochaine, on verra là, qu'est-ce qui va se passer. Mais je le vois plutôt comme une deuxième audition. Puis je trouve que Poehling a bien fait. Fait que je pense pas que c'est dommageable pour Poehling présent. Sinon, si on poursuit dans notre liste de sujets, on va parler un peu indirectement du Canadien parce que Marc Bergevin qui s'est trouvé déjà une nouvelle équipe. Oui, toi. Va aller rejoindre notre cher ami Luc. Comme notre cher ami, comme si on le connaissait personnellement, mais c'est un Québécois, Luc Robitaille, qui est avec les Kings, va aller le rejoindre là-bas. Que penses-tu de cet ajout de Bergevin avec les Kings? Est-ce que tu es surpris que ce soit trouvé une équipe rapidement? Du tout. Je pense que Marc Bergevin était dans les bonnes grâces nationales avec les équipes. Je pense pas que c'est un gars qui a pas été aimé.
Je pense que c'est un gars qui a un très bon nom à national aussi. Fait qu'il va devenir conseiller senior. Ça veut dire quoi, un conseiller senior? C'est un gars qui va te donner son opinion sur probablement ce qui s'en vient. C'est pas un super gros poste, évidemment, mais c'est sûrement un poste de direction encore ou une autre façon de se faire valoir pour peut-être un jour devenir DG encore dans la Ligue nationale. Luc Robitaille il fait déjà très bien avec les Kings. Chose ironique, c'est qu'il va retrouver Philippe Danault avec les Kings. Eux qui ont eu une belle discussion cet été pour si je restais à Montréal ou pas au niveau de Danault. Donc, c'est sûr que ça fait drôle. Mais Rob Blake, qui est le DG là-bas, là, sera quand même bien épaulé avec Bergevin. On le savait tous qu'il se trouverait un job rapidement. C'est un très bon gars de hockey. Je pense juste qu'après les 10 ans qu'il a fait à Montréal et les nombreuses reconstructions au reset, comme s'amusait à le dire, moi, je pense qu'il va y avoir plus de facilité à Montréal, plus de facilité ailleurs qu'à Montréal. Être déjà à Montréal, c'est quelque chose de difficile parce qu'on a plus de contraintes qu'ailleurs et c'est plus difficile. Donc, je pense que Marie-Jovin va probablement se la couler douce un petit peu à aller pendant une couple d'années avant de se sélectionner pour un poste de DG. Moi, je suis quand même surpris qu'il soit trouvé un emploi rapidement. Pas parce que je pensais que les équipes n'allaient pas cogner à sa porte. Au contraire, je pensais juste qu'elle allait prendre une plus longue pause parce qu'on voyait qu'à Montréal, à la fin, là, il y avait de l'air blasé comme ça se peut pas. C'est Il y avait Montréal de l'air qui faisait ça. écœuré de la vie un peu. Fait que je pensais qu'elle allait prendre peut-être une plus longue pause. En même temps, en étant conseiller seulement, ben, je ne dis pas seulement pour être péjoratif, mais il n'est pas le DG là-bas. C'est sûr qu'il y a moins de responsabilités, il y a moins le spotlight sur lui. Fait que puis, il va être en Californie, donc ce ne sera pas si douloureux que ça aller là-bas. Fait que je peux comprendre la décision, mais j'aurais quand même pensé qu'il aurait pris une plus longue pause. Mais je suis content pour lui. Je pense qu'il a fait du bon travail à Montréal, même si certains ne voudront pas l'avouer. Est-ce que ça a été parfait, son parcours avec le Canadien? Absolument pas. Il a fait des transactions un peu plus douteuses, mais il en a fait des très bonnes aussi. Puis en même temps, c'est pas trop de sa faute non plus si le repêchage n'a pas trop marché dans les dernières années puis que le développement non plus. Oui, il aurait peut-être pu mettre plus de ressources là-dessus, ça j'en conviens. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le marché de Montréal, puis tu sais, je dis Montréal, mais Toronto aussi c'en est un, mais tu sais, c'est des marchés, c'est pas pareil. Tu sais, tu as 18-19 ans, tu arrives à Montréal avec tout le luxe que une ville comme Montréal peut avoir. Ben, c'est sûr, pas dans le temps de la COVID, là, mais mettons avant COVID. On a vu des joueurs là, qui se sont plantés, Galchenyuk, que ça a mal viré. Les Costitines, c'était pas trop doux non plus dans le passé. Fait que c'est un endroit un peu dangereux pour ces jeunes-là, mais c'était l'organisation de mieux les encadrer. Est-ce que Bergevin aurait pu faire quelque chose pour ça? Peut-être. Mais en même temps, là, on ne peut pas mettre toute la blâme sur lui. Je pense que son règne a été assez positif pour dire que ça a été le meilleur DG depuis un bon bout. Là, je pense qu'il a surpassé ce que Bob Gainey a fait dans le passé, ce que Pierre Gauthier a fait aussi dans le passé. Fait que, non, honnêtement, content pour lui. Je pense qu'il le mérite. C'est une bonne tête de hockey. Écoute, avec le repêchage qui s'en vient, puis les échanges qui s'en viennent, puis tout le kit, ça pourrait être un sujet qu'on peut se faire comme podcast avec du monde ici à répondre aux questions. Pourquoi Marc Bergevin a été aussi mal aimé à Montréal au cours de ces 10 années? Moi, je pense que Montréal, c'est plus que juste une équipe comme Toronto. Je pense qu'il y a beaucoup trop de contraintes, puis je pense que de plus en plus, les médias mettent des contraintes à ces joueurs-là. Donc, mon humble avis à moi, c'est qu'il y a plein de joueurs nationaux qui ne veulent pas venir jouer à Montréal, ce qui n'est pas une destination qui est vraiment le fun pour tout le monde. On le voit là avec Petrie, là, avec sa femme qui a juste dit qu'il voulait rester aux États-Unis. Là, le monde est en train de capoter. Là. Angela Price qui pose aussi qu'elle comprend la madame qui veut rester là-bas, c'est plus facile. Puis le monde, ils veulent la crucifier sur le bûcher. Ils disent que c'est son problème à Carey Price, c'est sa femme. Puis à un moment donné, là, on va trop en détail. Puis écoute, c'est plate, là, les boys, là, mais les joueurs s'en parlent. Il n'y a personne qui cache ça. Là. Il n'y a personne qui va dire Joe Drouin, il n'ira pas dire à quelqu'un Montréal, c'est le plus bel endroit au monde. On joue, tout le monde nous sourit, on prend des photos avec tout le monde, il n'y a jamais de critique. Non, les gars sont même prêts à coucher à l'hôtel sans se faire écœurer. Ils sont prêts à aller faire l'épicerie sans se faire écœurer. Fait que, à un moment donné, ça serait un bon sujet de podcast avec des auditeurs qui sont prêts à répondre à des questions puis voir ce que le monde en pense. Mais il faut commencer à comprendre que Montréal, c'est pas une destination soleil. Montréal, c'est pas une destination prime dans la Ligue nationale. Oui, il y a l'histoire de la Ligue, il y a l'histoire du Canadien. Oui, il y a l'histoire des meilleurs joueurs, des records, de ci, de ça. Mais on va en parler, puis on en parle encore. Marc Bergevin s'est fait ramasser pendant 3 ans. Puis après ça, quand il est parti, on lui a dit « T'aurais pas fait le COVID, t'aurais pas passé comme DG. » Pourtant, il a quand même fait ce qu'il pouvait faire. C'est rendu à faire la Coupe Stanley, on a dit « Ah, c'est une erreur. » C'est
c'est ça le problème avec Montréal. On n'est pas prêt à faire les sacrifices en tant que fan. On n'est pas prêt à faire les sacrifices en tant que média. Puis on ne donne pas la chance à ces joueurs-là de s'établir et puis de fleurir au Québec. Moi, c'est de même, je vois ça. Là. C'est de même depuis trop longtemps. Non, puis on va espérer que la nomination de Chantal Machabée va changer quelques trucs là-dedans. Je pense qu'en étant du côté des journalistes au départ, on peut comprendre un peu l'autre côté de la médaille, mais évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut lui laisser le temps d'arriver et de mettre ses plans en action. Elle qui disait qu'il y avait beaucoup d'idées, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Mais j'espère que ça va impliquer que les journalistes vont slacker à pédale un peu, ce qui va peut-être faire en sorte que les partisans vont slacker à pédale aussi de leur côté à ce niveau-là. Parce qu'à un moment donné, tu sais, des fois, oui, les partisans, des fois, on est cabochons, là, mais des fois, les journalistes aiment ça, raviver la flamme, là, puis mettre du gaz sur le feu pour faire pogner encore plus les nerfs aux partisans. Ah, c'est sûr. Ça, on va souhaiter que ça va se laquer un petit peu. Mais bon, dossier à suivre, comme on va dire. On ne parlera pas du Canadien là, tout le long du podcast. Déjà que dans mes questions sur réception, j'en ai 2 sur 4 sur le CH. Fait qu'on va quand même se garder ça à la fin. On va aller du côté de San Jose / Edmonton parce que les Sharks là, qui ont décidé de couper les ponts là, avec Evander Kane, avec tous les scandales. Tampa Bay, hein? Comment? Tampa Bay, je te le rajoute. Oui, ben slash pas mal de trucs. On va en parler justement. Evander Kane là, qui ne fait plus partie là, des plans des Sharks de San Jose. Et dès le lendemain ou 2 jours après, Ken Holland là, qui a mentionné qu'il avait discuté avec l'agent d'Evander Kane puis qu'il croit aux deuxième chance. Le problème avec Kane, c'est qu'il doit être rendu à sa 14e. Ouais, je pense que tu auras passé de doigts pour les compter. Ah, il m'en manque. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a des équipes qui s'intéressent encore à un joueur comme Evander Kane dans le circuit Batman? Est-ce que tu penses que c'est justifié? Est-ce que tu te poses plein de questions? Est-ce que tu es confus? C'est quoi tes états d'âme par rapport à ça? Écoute, c'est difficile à comprendre. Écoute, Evander Kane fait des frasques depuis toujours. Écoute, juste en 2021, ça a été sa femme, après ça, le casier judiciaire, le faux passeport, le faux test de COVID. Puis là, encore une fois, était en discussion avec des équipes, mais là, investigation par la Ligue nationale parce que monsieur a passé la frontière le 29 décembre pour aller à l'aéroport des Oilers, ce qui est une autre infraction à la Ligue nationale parce qu'il était dans le protocole du COVID. Donc, écoute, c'est des phrases, c'est des phrases. On ne doute pas de son talent. On ne doute pas du joueur qui peut devenir sur la glace. Mais moi, je suis encore surpris. Tu sais, c'est Kevin Weeks qui a envoyé ça cette semaine disant qu'il y a 2 équipes qui seraient dans les prochaines heures prêts à signer Evander Kane. C'est incroyable quand même comment que le talent peut t'apporter plusieurs opportunités dans la vie. En même temps, du côté des Oilers, je peux comprendre dans un sens, ils sont tellement désespérés et à la recherche d'éléments offensifs pour épauler McDavid puis Draisaitl que est-ce qu'on a assez, la morale puis l'éthique, qui ont ça de côté puis ils sont prêts à embaucher. Est-ce qu'on a assez de bons vétérans pour essayer d'enchaîner ce gars-là sur la glace? Écoute, là, c'est un gars qui peut détruire une équipe. On l'a vu avec les Sharks, il est parti, il fonctionne quand même mieux cette année. Est-ce que les Oilers ont vraiment on va le dire, la colonne assez solide pour avoir un gars de même? On avait parlé des Ducks, évidemment. Les Ducks, on sait, sont un peu en reconstruction. Et là, moi, aujourd'hui, cet après-midi, Tampa Bay. Qu'est-ce que c'est ça, Tampa Bay, dans la course? Je peux pas croire que Tampa Bay va aller chercher un joueur comme ça. En tout cas, donc, moi, oui, il faut croire à la deuxième chance. Oui, il faut croire à ce qui s'est passé. Mais moi, je pense qu'un joueur qui continue de mentir, on l'a vu un peu avec Jack Eichel, puis c'est pas un lien en fait qu'il a commencé à fasciner avec les Golden Knights, mais on a vu ce que ça a apporté au début de la saison au Sabre. Oui, le talent leur manque, mais on voit que ça a fait du bien de ne pas avoir de personnes grosse tête dans leur chambre. Mais là, on parle d'un autre level. Là. Evander Kane, c'est un autre level de grosse tête. Là. Moi, je peux pas croire qu'une équipe va signer ça. À la limite, si le joueur avait 21, 22 ans, je dirais oui, on peut leur essayer. Le gars, il a de la maturité à gagner, mais il est rendu à quoi? 30 ans, le proche de 30 ans, puis il est encore en train de faire des niaiseries en dehors de la glace. Fait que, rendu là, à quel point il va gagner en maturité d'ici les prochaines années, moi, je pense pas qu'il va gagner tant de maturité. Je pense que c'est un joueur qui va rester un joueur à problème. Fait que c'est là un peu que j'ai un peu de misère avec ces nouvelles-là. Oui, tu es désespéré, mais jusqu'à quel point tu l'es là, pour signer un gars comme Evander Kane, qui non seulement, oui, peut te donner peut-être une coupe de points sur la glace, mais comme tu as mentionné, peut vraiment détruire ton vestiaire puis détruire l'ambiance au sein de cette équipe-là avec ses niaiseries en hors glace. Fait que
Moi, honnêtement, être un DG, je ne toucherais pas à ça avec une perche de 100 pieds, mais visiblement, ce n'est pas l'opinion des autres directeurs généraux, de certains autres directeurs généraux de la Ligue, parce que je suis pas mal sûr qu'il y en a certains qui ne toucheront pas à Evander Kane avec une perche de 100 pieds, mais il y en a quand même quelques-uns là, qui sont prêts à prendre le risque. Ça peut être un risque payant, mais ça peut être aussi quelque chose qui va détruire ta team. Je pense que c'est surtout un risque au niveau argent. C'est un gars que tu peux payer 1 million, puis c'est tatoué si t'es pas content, on te laisse sur le banc de la saison. C'est peut-être comme ça qu'on va le voir. C'est quand même un choix de première ronde, 4e au repêchage en 2009. Il a démontré qu'il est capable de produire offensivement aussi. C'est pas ça le problème. C'est pas ça la glace. Mais c'est toute la mauvaise presse qui va t'amener avec ses niaiseries hors glace. Oui, puis c'est un genre de power forward à son style. C'est un gars qui prend beaucoup de punitions, c'est un gars qui met des points sur le tableau, c'est un gars qui a marqué des buts. Mais évidemment, c'est un gars qui n'a pas de tête. Là. Fait que c'est un peu une tête brûlée, malheureusement, dans une circonstance bizarre, mais peut-être que si tu regardes, on donne 1 million, on a un petit peu de misère présentement. Si tu regardes, c'est pas des équipes qui sont en haute tête non plus qui veulent l'avoir, à part les. Je ne crois pas que Tampa Bay a parlé, là, ça je peux pas croire. Là. Mais Edmonton, les Ducks sont prêts à te donner un petit coup de main pour Edmonton d'ici la fin de la saison. Mais comme je t'ai dit, moi je pense que tu prends une grosse chance en signant un joueur comme ça. C'est pas les mêmes frasques que le défenseur d'Angelo qui a fait aussi de son côté des frasques là, de racisme et de tout. Là. Je pense qu'on est un petit peu ailleurs au niveau de Evander Kane. Donc, on va passer maintenant au segment où on balance des sujets à gauche et à droite pour en discuter rapidement. Je vais y aller avec un premier juste avant. Je ne sais pas si tu l'as mis sur ta liste, parce que là, je suis en train de regarder. C'est pour ça qu'on me voit regarder les yeux un peu sur ma tablette de temps en temps. J'ai mis la game canadien-Boston en même temps. Et j'ai vu l'image de Tuukka Rask qui est sur le banc des Bruins comme backup. Donc, je voulais savoir si ce sujet-là était dans ta liste. Oui, c'est dans les mentions honorables. Puis la semaine passée, on l'avait mis comme quoi qu'il avait signé un essai professionnel avec les Bruins de Providence. Puis là, il a signé un contrat aujourd'hui. En fait, hier soir, vers 11h, signé un contrat d'1 an avec les Bruins. Donc, on tombe avec un solide duo, je crois, là, avec Ullmark et Rask. Là. On sait que ça ne fonctionnait pas avec le deuxième gardien avec Boston. Donc, oui, c'est dans les mentions honorables. Là. C'est une belle aveu, je pense, des Browns que Rask a été un de leurs fidèles gardiens pendant les 12 ou 13 dernières années. Un joueur que, je pense, les Browns tatouent sur le cœur. Puis, c'est le fun de voir qu'un gars qui est parti pour des raisons personnelles a grindé son retour. Écoute, ça a peut-être de trucs dans le bec. Signer un contrat professionnel avec les Browns de Providence. Puis là, va chercher son contrat avec les Browns. Si tu avais des crédentiels, là, tu m'as dit la semaine passée, c'était crédentiels. Peut-être. Mais je pense que c'est le fun pour. Je suis content pour Tuukka Rask. C'est quand même un des bons gardiens de but au cours des dernières années. Là, fait que c'est le fun en masse. Ce qui est plaisant, c'est que tu viens d'en glisser un mot, c'est qu'il a décidé de quitter son équipe pour des raisons personnelles pendant les séries éliminatoires qu'il a fait ça. Puis malgré tout, l'équipe qui est encore prête à l'accueillir à bras ouverts, ça prouve la bonne relation que ces deux-là avaient puis qu'ils ne sont pas partis là, sur des mauvais termes quand Rask a décidé d'accrocher ses pads là, de façon temporaire. Très content qu'ils soient revenus du côté de Boston. Honnêtement, quand on pense aux Bruins, oui, on pense à les Bergeron, Marchand puis Pasternak, mais on pense aussi à un gars comme Tuukka Rask, en espérant qu'il va être en mesure de finir sa carrière à Boston. Je ne sais pas si c'est dans les plans ou si c'est plus un contrat à court terme pour se relancer. Et qui sait, peut-être qu'il signera à Edmonton, échangera la concession d'Edmonton au niveau des gardiens de but. Sait-on jamais. Mais non, très content de revoir le Rask dans la LNH, et surtout avec les Browns, l'équipe là, avec laquelle il a été très longtemps. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est dans les mentions honorables. Maintenant, je ne te dérange plus. Vas-y avec ta liste et on va en discuter. Écoute, on va lancer à droite rapidement les codes d'Arizona, et non de Phoenix. Écoute, c'est une autre déception. C'est pas confirmé par contre, mais c'est une autre déception probablement qui s'en vient au niveau des codes d'Arizona. Donc, on sait qu'il avait demandé un projet de 1,7 milliard à la ville de Tempe City en Arizona. Et là, le vote aurait été fait et non confirmé. Donc, on aurait 3 votes pour, qui est bon, 2 votes contre et 2 votes indécis. Donc, on ne s'attend pas encore au niveau d'Arizona d'avoir notre hockey pour construire une nouvelle amphithéâtre. Donc, la saga de l'Arizona continue à se faire. Et c'est un petit point que j'apporte parce que je trouve ça tellement dommage. C'est un entache. Oui, à la Ligue nationale, mais c'est rendu au niveau de l'équipe et du joueur. Là. Je pense que les joueurs doivent être tellement entendre parler. Ça doit être super plate de travailler ou de jouer pour cette équipe-là présentement. Pas de fans devant les autres. Dans le milieu du désert, il doit faire 92 000 l'été. C'est juste plate. Écoute, là, écoute, 1,7 milliard. Tu es prêt à mettre 1,7 milliard sur la table puis on refuse encore la ville. Donc, visiblement, l'Arizona
ne veut pas des Coyotes. Il va falloir que les nationales s'en rendent compte. Puis écoute, il va falloir déménager ça quelque part à un moment donné. Ce serait très important dans le fond. Mention honorable aux 2 personnes qui ont voté indécis, qui sont pas sûrs. C'est comme... Bon Dieu, les Browns viennent de marquer 2 buts rapides, 2-0. 2 buts rapides. Ouais. Mais ouais, tu sais, c'est le gars qui Notre dit, ami en plus, sûr. Brad Marchand. 2 buts ouais. rapides. Fait que, non, honnêtement, je trouve ça quand même drôle qu'il y en a 2 qui ont club. Ben, tu sais, c'est comme l'équivalent, là, que tu vois, au référendum en 94-95, là. Est-ce que vous voulez que le Québec soit un pays? Oui, non, peut-être, comme cocher peut-être. Tu le sais pas, t'as pas vraiment d'opinion sur le sujet. Fait que tu vois bien qu'ils s'en foutent carrément des Coyotes de l'Arizona. Ouais. C'est triste à dire, là, mais envoyer ça à Québec au plus sacré, là. Ou au pire, Texas, peu importe Houston, je m'en fous, mais changer ça de place. Ah, il faut. C'est pas un bon marché de hockey. C'est une épine dans le pied de la LNH, puis aux autres équipes aussi qui sont obligées de donner de l'argent à cette équipe-là, parce qu'avec le partage des revenus, puis on s'entend qu'eux autres, ils en font pas tant que ça de l'argent. Fait que non, c'est vraiment pas un bon marché. Fait que sacrez-moi ça dehors, envoyez ça ailleurs, là, ça marche pas. Ah, c'est pas un bon marché, puis on s'entête. C'est ça le problème avec l'Arizona. La Ligue nationale a de l'air folle parce qu'il n'y a pas. Moi, je connais pas une autre concession dans un autre sport professionnel américain qui marche pas comme ça. On en a plusieurs nationales. Déjà que c'est pas un sport préféré aux Américains, on continue de donner de l'argent à des places comme ça. Puis comme tu dis, à un moment donné, il va falloir comprendre que on a déjà les Stars de Dallas qui sont à Dallas. On a déjà une couple d'équipes dans le sud des États-Unis, vraiment au sud. Puis l'Arizona, c'est pas un marché, c'est un marché de golf, c'est un marché de NCAA football, c'est un marché de Ligue nationale de football, c'est un marché de basket à la limite baseball. Un petit peu. De baseball, encore plus, avec tous les camps d'entraînement qui sont faits là au niveau de la MLB. Mais c'est pas un marché de hockey. Là. Les gars, ils ont du baseball pendant 12 mois par année. Ils jouent au golf 12 mois par année. Ils ont des condos 12 mois par année. Et encore une fois, je ne serais pas surpris de voir c'est qui va aux rencontres des Coyotes. Ça doit être encore comme avec la Floride, puis un bon pourcentage de Québécois qui ont leur maison là-bas ou qui sont juste rendus à rester là-bas. Donc, à un moment donné, il va falloir que la nationale comprenne ça. Puis c'est pas parce qu'on est du Québec, c'est pas parce qu'on veut que les Nordiques reviennent absolument. Oui, on aimerait tout ça, c'est sûr et certain. Mais à un moment donné, ils ont juste l'air ridicules. C'est une concession de M. Puis présentement, il n'y a rien qui force à ce que ça va changer. Ça fait 10 ans que c'est le même, puis ça ne changera pas à date. Non, puis honnêtement, comme je l'ai dit, moi, que ce ne soit pas nécessairement à Québec, mais mettez juste ça quelque part parce que ça fait plus de sens. Il y a des marchés aux États-Unis qui fonctionnent très bien, là, mais... Dans l'Ouest en plus, il y en a en masse. Mais Arizona, ça n'est pas un. On va se le dire tout de suite. Là. Fait que déménagez-moi ça. Ouais. Donc, sujet rapide, l'alignement de Team Canada féminin a été dévoilé aujourd'hui. Donc, on va en parler un petit peu plus des filles, puis pour le dévoilement d'Hockey Québec, Hockey Canada féminin pour les Jeux olympiques. Donc, évidemment, Philippe Poulin sera la capitaine et sera à ses 4e Jeux olympiques, mais on a beaucoup de nouvelles personnes cette année. C'est le fun. Emma Maltek va être là. On a Sarah Nurse aussi, qui est la sœur Darnell Nurse. Darnell Nurse, qui va être là cette année. Donc, on a toujours les mêmes noms, là, souvent qu'on entend. C'est sûr qu'on suit un petit peu moins le hockey féminin. On entend toujours les mêmes noms. C'est le fun. Je suis content de voir que les femmes vont y aller. Ça va être probablement très le fun de regarder ça aux Jeux olympiques. Puis, c'est un petit sujet que je voulais apporter, donner un petit peu de visibilité aux femmes là, au hockey féminin. Là, je trouve que c'est important de le faire. Captain Clutch va être encore là. Fait que c'est sûr que le Canada va gagner la médaille d'or. Je ne vais pas mettre de pression sur Marie-Philippe Poulin, mais on l'espère. C'est une femme des grandes occasions. Les Américaines sont fortes, puis ils avaient gagné l'année passée la dernière fois aussi. Donc, c'est pas, pas charge de gagnant. Puis-je prêcher pour ma paroisse et dire que Philippe Poulin va marquer le but gagnant en prolongation parce qu'elle sait si bien le faire. Fait que... c'est tout le temps ça en plus. Ouais, donc, du côté des Hallers, on a une petite nouvelle aussi. On sait que Ken Holland a donné son vote de confiance à Dave Tippett. A dit hier qu'il était son homme de confiance au niveau des entraîneurs des Hallers Edmonton. C'est pour ça qu'il va être congédié dans 2 semaines. Exact. Est-ce qu'on a enfin donné le vote de confiance de la mort ou le baiser de la mort, comme ça d'autres vont en dire? Donc, c'est une petite nouvelle qui a passé, que j'ai notée. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que Dave Tippett se fera longtemps si les Hallers continuent à avoir des déboires? Moi, je pense que ça va être le congédiement qui s'en vient le plus si les Hallers vont pas bien. Donc, on va regarder ça d'un coin de l'œil. On a parlé d'Evgeny Malkin tantôt. Je l'ai noté aussi dans une tour de 4 heures des Pingouins. 2 buts, une passe à son retour. Ça a fait du bien aux Pingouins. L'autre chose, 2 petits points encore. J'ai aimé, je ne sais pas si tu as vu l'annonce de Budweiser au niveau des publicités pour les joueurs noirs et le retrait du chandail de Willie O'Ree. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non, je l'ai pas vu. Donc, on a retiré le chandail de Willie O'Ree qui était Willie O'Ree, c'est qui? C'est le premier joueur
de couleur noire avoir joué en Ligue nationale, a joué les années 50, là, 54, aller jusqu'à 79. Donc, c'est quand même un joueur que personne n'a vu ici présentement en jouer. Mais on voit qu'il y a un changement qui se fait. Il y a de plus en plus de personnes de couleur noire qui jouent en Ligue nationale. Puis je pense que c'est bon de le voir comme ça. Je pense qu'il y a un chemin qui a été fait par la Ligue nationale. Puis je pense que c'est bon pour la Ligue nationale. Puis je veux féliciter Budweiser parce que Budweiser sont souvent un peu comme Nike le fait. C'est des grosses brands, c'est des grosses corporations, c'est des grosses compagnies. Et puis, ils sont capables de faire des publicités qui vont honorer ce genre d'initiatives qu'on fait dans la société. Puis bravo à Budweiser, bravo à l'National d'avoir donné plus de place. Puis bravo aux joueurs de couleur noire là, qui donnent de plus en plus leur place, qui sont de plus en plus de joueurs vedettes. Moi, je trouve que c'est bon pour le futur, puis je trouve ça super le fun que ça a été marqué. Là, et ça a été retweeté par la NHL, ça a été retweeté par l'Association des joueurs. Budweiser a fait ça aussi. Donc, moi, c'est une belle initiative qu'ils ont faite de son côté-là. Là. Juste avant que tu ailles avec ton dernier sujet, dans le match canadien, il y a Jake Allen qui a quitté. Samuel Montembeault l'a remplacé, semblait accommodé par une blessure. Ça va être surveillé encore. Est-ce que le Canadien va être encore privé d'un gardien de but pour les prochains jours, prochaines semaines? À suivre. Mais Jake Allen là, qui a été retiré du match. On l'a vu, il y a eu des images pendant la pause où il parlait avec le thérapeute, puis ça n'avait pas l'air de filer fort fort. Haleine, peut-être? Ouais, peut-être. On va espérer que c'est pas trop grave dans son cas. Je te laisse aller avec ton dernier sujet. Est-ce que c'est ton que c'est ça? Non, c'est pas mon que c'est ça encore. Okay. On n'est pas encore rendu Mon que c'est ça et ça s'en vient. Là, parce que ça, c'est que c'est ça s'en vient. Bon. Je vais y aller avec Josiane Cossette. C'est une petite fille du Québec. Si tu ne la connais pas, c'est la directrice de communication des Huskies du Rouen-Noranda. Pourquoi je la mets cette semaine dans le podcast, en fait, c'est que la Ligue majeure du Québec a fait un article sur elle le 10, donc là 2 jours, au niveau de elle. C'est la première femme québécoise à avoir un job temps plein au niveau de la radio, de la radiodiffusion et aussi de les communications pour une équipe de la LHGMQ. Donc, on sait que de plus en plus les femmes se battent pour avoir des postes dans la Ligue nationale, mais c'est le fun de voir dans les HGMQ qu'on commence à donner de la place pour des jeunes femmes. C'est pas une femme qui est très vieille. Donc, je suis vraiment content. Je voulais le pointer. Je l'ai découvert dans cet article-là que la HGMQ a publié. C'est une très bonne article, si vous voulez la voir. Là. C'est Josiane Cossette fait tomber des barrières de la radiodiffusion. Donc, elle a aussi été avec le podcast de la Ligue nationale, la Ligue junior majeure du Québec, pendant un bon 22-23 minutes. C'est un bon podcast. Donc, je voulais juste la pointer. C'est une belle mention honorable, puis je suis très content de voir que les femmes prennent leur place. Enfin, c'est pas juste des hommes qui connaissent le hockey, on le sait. Les femmes sont bonnes aussi dans le hockey, fait que je suis vraiment content. Oui, effectivement, puis c'est un bon point que tu mentionnes, parce que tu sais, on parle souvent des femmes qui atteignent la LNH, puis il faut qu'ils commencent quelque part, ces femmes-là. Ouais. Puis je pense que la JMQ, puis même le Midget 3 aussi à la limite, là, qui est de plus en plus médiatisé aussi. Je pense que la web diffusion également là, dans le Midget 3A. Donc, tu sais, c'est des belles écoles là, pour commencer à apprendre. Puis un peu comme les coachs, un peu comme les scouts, un peu comme les joueurs aussi. On commence dans le bas de l'échelle, puis lentement, on gravite les échelons, puis on se ramasse finalement dans la LNH. Fait que non, c'est très bien pensé du côté des Huskies de donner cet emploi-là à Josiane Cossette, tu as mentionné son nom? Oui, Josiane Cossette, oui. Donc, bonne chance à elle. Si elle peut réussir à percer la LNH un jour, on va lui souhaiter, si c'est son but. Sinon, on va espérer de voir de plus en plus de femmes là, qui vont couvrir des matchs de la LHJMQ ou en décrire aussi sur la web diffusion. Là, je pense qu'il y a plein de beaux postes là, pour ça. Ah oui, certain. Il y a plein de bonnes organisations aussi qui veulent en avoir de plus en plus. Hein. Je pense que l'accessibilité Internet, l'accessibilité radiodiffusion ou web-diffusion est de plus en plus simple et de plus en plus moins cher. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent le faire aussi, donc c'est un bon point que tu apportes là-dessus. Et mon fameux « que c'est ça? » Écoute, c'est impossible de ne pas passer. Splitting Chickets le fait aujourd'hui. Écoute, ça va au rapper Kodak Black. J'ai aucune idée c'est qui. J'ai aucune idée quelle sorte de musique. Franchement, c'est un rappeur. C'est un rappeur. J'ai aucune idée de sa musique. Je le connais pas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire, avec les Panthers de Floride, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une des meilleures équipes nationales et monsieur se fait twerker par sa blonde ou sa compagne pendant le match. Ça a été vu par une fille dans l'assistance. Écoute, on était sûr que c'était des déboires sexuels. Ça va être des déboires sexuels. Finalement, le gars qui était à côté des autres a tweeté pour dire non, il n'y avait rien de sexuel. Elle faisait juste me twerker dessus. Qu'est-ce que c'est ça?
Elle fait juste le twerker dessus, excuse-moi, mais t'es dans une game de hockey, chumé, là. Je Check sa glace. Je comprends. Écoute, c'est un peu un fait cocasse, mais c'était mon segment que c'est ça. Je sais pas si je vais continuer à les faire chaque semaine, peut-être. Ben, il faut qu'il y ait quelque chose de que c'est ça qui vaut la mention que c'est ça à chaque semaine, ce qui sera probablement pas le cas, mais non, honnêtement, c'est pas fort. Puis, c'est comme je te disais avant qu'on enregistre le podcast, si ça avait été une équipe en Arizona où que le club est poche à la glace, puis que c'est vraiment pas beau à voir, à la limite, j'encourage pas ça, mais à la limite, j'aurais, entre guillemets, compris qu'on voulait mettre plus d'action dans l'aréna parce qu'il se passait rien sur la glace. C'était les Panthers de la Floride, qui est une des meilleures équipes de la NHL. Peux-tu essayer justement de ne pas faire de niaiserie de même puis juste te concentrer sur le produit? Déjà qu'il ne doit pas coûter cher, le produit en Floride. Là. T'as vraiment du hockey de qualité pour pas trop cher. Fais donc pas le cave dans les estrades de même, pour vrai. C'est surtout que tu sais qu'il y a des caméras partout en 2022. Puis que tu sais que tu vas te faire pogner puis que... C'est peut-être une promotion de son prochain album. Là, la première prise de vue, je pense que tu disais que c'est une fille qui l'a filmé, était de l'autre bord de la patinoire, puis on le voyait vraiment comme faux. Là. T'espérais quoi, là? Écoute, la fille dans son vidéo dit « What the hell is this? » Écoute, là, je te dis, là, j'ai jamais autant ri, puis je me dis, écoute, c'est peut-être une promotion de son prochain album, mais j'espère qu'on met cette photo-là sur sa pochette, comme tu as dit avant le podcast. C'était ma section, qu'est-ce que c'est ça de la semaine? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, sur ces rires qui se sont presque transformés en pleurs, est-ce que tu es prêt pour le segment sur réception? Bien sûr, on est prêt. Écoute, comme je te dis, c'est peut-être pas la meilleure cuvée, mais c'est pas grave. Il y a quand même peut-être une ou deux questions qu'on va avoir une bonne discussion. Et on passe en force. Mise en situation. Tu dois jouer un match numéro 7 en finale de la Coupe Stanley. Qui tu veux comme gardien partant? Ça peut être un gardien actuel, ça peut être un gardien qui est à la retraite. OK. En séries éliminatoires? Ouais. Tu as un match 7, Coupe Stanley, tu as le gros match sur la ligne. C'est qui ton gardien partant? Je peux pas aller autre que Patrick Roy, je pense. Ouh! C'est pas si facile à répondre parce qu'on a eu des très bons, mais au niveau des playoffs, je sais pas, je vais Patrick Roy. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que mon deuxième a été Martin Brodeur. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui ont gagné des matchs 7, c'est des gars qui ont allé loin en série, c'est des gars qui ont gagné beaucoup de matchs décisionnels comme ça. Surtout d'une attitude, je pense. T'as des gros leurs qui ont de l'attitude pour le faire. Puis je pense que Roy, Brodeur, à Dominique Hasek, c'est des gars comme ça. Mais visiblement, je vois Patrick Roy sans hésiter. Écoute, t'as glissé le mot de Martin Brodeur. Moi, ça serait mon pic, moi, honnêtement. Je savais que ça serait ton pic si tu disais l'autre. Honnêtement, Brodeur, c'est un méchant bon gardien. Mention honorable à Henrik Lundqvist aussi, qui est bon dans les matchs 7 normalement. Fait que c'était mon candidat numéro 2. Roy, ben, c'est parce que je me doutais que tu allais répondre soit Roy ou Brodeur. Fait que je me suis dit, ben, je vais répondre l'autre, là, parce que c'est les deux. Moi, honnêtement, j'avais Brodeur puis Roy premier, puis Lundqvist deuxième. Mais maintenant que tu as choisi Roy, moi, je vais aller avec Brodeur pour qu'on puisse avoir une opinion. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas un fan de Danovic. Je sais que c'est un bon gardien. Attends. Quand même, je sais pas ce qui s'est passé pendant les 15 années qu'il a joué, mais je l'ai jamais vu. C'est peut-être moi. I'm out! Je te parle pour Game 7, un match. Je te dis pas que je le prends pour une playoff run au complet. Parce qu'il est bon pour les matchs numéro 7 normalement. Fait que ça serait mon pick, vu que c'est un gars qui, justement, il connaissait la pression d'un match 7 et tout ça. Mais c'est sûr que Brodeur passe avant et Roy passe avant, ça, il n'y a aucun doute. Je vais juste relever Lundqvist parce que c'est une des facettes qui excelle quand même bien. Mais ça serait quand même Brodeur, mon pick, ou Roy, un des deux. Au moins, c'est deux gardiens québécois qu'on s'astine, c'est quand même pas pire, sauf Lundqvist. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, on s'astine pas vraiment. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui mettent Lundqvist dans les top 5, des fois top 6 des meilleurs défenseurs que la Ligue nationale a eu, les meilleurs joueurs que la Ligue nationale a eu. Mais c'est peut-être moi, là, c'est peut-être parce que c'est New York, puis je suis pas une équipe que j'aime regarder jouer depuis des années, mais il m'a jamais sorti de la tête. Puis depuis 4 ans, je te dirais, là, le monde s'astine avec moi, me disant « Ah non, c'est un bon défenseur, c'est un des meilleurs qu'il y a eu dans les 20 dernières années. » Puis je suis comme « Il était où ce gars-là? Là? Comme 12 ans, 10 ans, 9 ans. » Tu sais, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a jamais eu une équipe gagnante. Il a fait une finale de Coupe Stanley l'année qu'ils ont blessé Price. Non, c'est ça. À cause qu'ils ont blessé Price. Mais en tout cas, je sais pas. C'est peut-être pour ça que Lundqvist n'est pas dans mes candidats favoris. Hein.
Question numéro 2. Te rappelles-tu de la belle époque de v'là 2-3 podcasts où je vantais le mérite des équipes canadiennes qui en avaient quand même pas mal qui allaient faire les séries? Eh bien, sachez que cette époque est maintenant révolue parce que si les séries commençaient aujourd'hui, seuls les Maple Leafs feraient les séries. Les autres ont tous déboulé marge d'escalier. Ils se sont ramassés dans le bas, pas dans le bas du classement, mais disons qu'ils sont pas. Il y en a qui sont encore dans la course, mais si ça commençait vraiment aujourd'hui, là, il y aurait pas de. Il y aurait seulement les Leafs. Donc, ma question, on arrive proche de la mi-saison. Selon toi, combien d'équipes canadiennes vont faire les séries cette année? Puis, si tu peux les nommer aussi, vas-y. Mais bon, tu peux déjà éliminer Vancouver, Ottawa, Montréal. Là, ça ne fera pas les séries. Fait qu'il te reste, fait qu'il te reste Edmonton, Calgary et Winnipeg qui joigneraient Toronto. Parmi ces équipes-là, combien tu penses qu'ils vont faire les séries? Moi, je pense qu'on va quand même avoir 3 équipes canadiennes. Pourquoi 3 équipes canadiennes? Parce que ce qu'est la division Pacifique, Calgary et Edmonton sont des équipes qui ont joué le moins de parties. Vegas, Anaheim, ils en ont joué 5 et 6 de plus. Donc, tu sais, Edmonton est à 38 points, Calgary est à 40. Je pense que Calgary a plus de chances de se rendre. Par contre, Edmonton, c'est le genre d'équipe que s'ils partent en peur, ils peuvent te faire 6-7 games collés avec 8 buts puis faire 16 points sur 16. Donc, je les garantis pas en playoff comme on avait fait dans notre podcast de. Un instant, moi, je ne les avais pas. Ah, ben oui, je pense que j'ai mis en série, mais juste plus bas que Vancouver, ce qui est encore pire parce que Vancouver est pas mal dans le bas du classement. Exact. Je crois que Calgary peut le faire. Je crois juste que la lune de miel est terminée à Calgary. Je pense juste qu'on est retombé sur terre. Mais encore une fois, ça prend une meilleure. Un petit peu de meilleure défensive au niveau de Calgary, mais j'ai encore confiance en Calgary. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 4 matchs de différence avec San Jose, qui ont 41 points, puis LA aussi à 41 points. Ils sont plus 21 Calgary. Là. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts versus qui s'en fait scorer. Juste pour vous dire, là, Vegas a plus 21 aussi, mais en 39 rencontres. Donc, moi, je pense que Calgary va pouvoir y aller. Edmonton, j'en doute encore aujourd'hui. Pour ce qui est de Winnipeg, Vancouver, on les oublie. Là. Moi, ils sont partis. Vancouver, moi, sont morts aussi. Là. Montréal, Vancouver et Ottawa Exactement. sont morts. La seule chose que je ne prendrais pas Winnipeg, pourquoi? C'est que leur division est beaucoup trop forte. Donc, on a Nashville cette année qui sont incroyables avec 5 matchs, encore 5 victoires de suite après avoir fait 7 ou 8 la dernière fois. Ils ont perdu pour ça, ils en ont fait 5 de plus. Colorado qui sont repartis de plus belle avec seulement 8 défaites cette année. Ils n'ont pas beaucoup de matchs à jouer non plus. Colorado, juste seulement 33 rencontres de jouer, 22 victoires, 8 défaites, 3 en prolongation. On a Saint-Louis, qui continue à bien faire et qui font bien. Puis on a le Wild qui va très bien aussi cette année, qui ont 3 matchs en main sur les équipes aussi comme Saint-Louis et Nashville. Donc, je pense que la chance que Winnipeg augmente, ils sont quand même à 7 points en arrière avec le même nombre de matchs joués que le Minnesota. Le Wild sont pas en feu, mais ils vont très bien cette année. Kaprizov me fait mentir, puis je suis content de le dire. Je pensais pas que la signature serait importante avec. Je pensais pas qu'on devait signer un gars autant cher après une saison seulement, mais il me fait vraiment mentir cette année. Il va vraiment encore très, très bien. Donc, je pense que Winnipeg et Vancouver, pour moi, c'est fini. Je pense que les 2 équipes qui peuvent encore le faire, c'est Calgary et Edmonton. Je pense que les Sharks vont bien. Los Angeles va bien, mais je pense que Calgary et Edmonton pas facilement, mais peuvent aller chercher 2 équipes-là versus les autres divisions qu'on oublie ça. Là. Ottawa, Montréal, on oublie ça complètement, le 18-20 points. Puis même, je te dirais, pour Toronto, ça ne sera pas facile. Là. Oui, Boston a seulement 40 points, puis eux ont 49. Là. Mais c'est pas fait encore. 3-0 pour l'instant. Le seul problème, c'est que Toronto joue contre les Coyotes à ce soir. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est pas fait encore. Les Coyotes vont se faire défoncer. Toronto pourrait finir 4e de cette division-là assez facilement. C'est sûr que là, on ne joue pas depuis une couple de semaines. On va sûrement être rouillé dans les premières rencontres. Mais on a une grosse attaque au niveau de Toronto. Puis là, on se bat contre 2 grosses machines là, dans l'Atlantique avec Floride et Tampa Bay. Là. Floride, ils s'en vont loin. Tampa Bay marche encore. Kucherov qui est revenu en plus. Donc, ça va être une grosse. Mais moi, je pense qu'on va finir la saison avec 2 ou 3 maximum de joueurs d'équipes canadiennes dans les séries sur les 16 équipes. Moi, je vais y aller. La réponse va être courte. Je vais aller avec 2 parce qu'Edmonton, je les sens pas pantoute. S'ils font pas de changement devant le filet, honnêtement, je les sens pas pantoute. Puis, je pourrais dire aussi, s'ils sont pour signer Evander Kane, je pense que ça va juste être le dernier clou dans leur cercueil. Moi, je crois pas qu'Evander Kane peut revirer cette organisation-là de bord. Honnêtement, je pense que ça va plus nuire qu'à autre chose. Les Flames, je suis confiant qu'ils vont rebondir. Ils ont peut-être un petit bout tough présentement. Mais Markstrom a été solide quand même une bonne partie de la saison. Ouais. Gaudreau, Ketchuk sont ressuscités.
Même Lucic, je ne connais pas une si mauvaise saison que ça. Fait que, non, honnêtement, je pense que les Flames vont pouvoir rebondir. Toronto, je pense qu'ils vont quand même faire les séries. Là. Leur attaque vont leur sauver le derrière comme d'habitude, puis ils vont se faire sortir première ronde encore une fois. Sinon, Winnipeg, eux autres, j'ai dit ils sont trop inconstants. C'est une des équipes qui ont le moins de buts inscrits dans leur division. J'avais vu ça tantôt. Si c'est pas la pire, c'est une des pires avec l'attaque qu'ils ont, les Healers, les Connors, les Shifley, les Wheelers. C'est pas censé les Dubois aussi. C'est pas censé être une équipe qui marque aussi peu de buts que ça. Et pourtant, c'est le cas. Fait que non, Winnipeg sont trop inconstants. Je ne les vois vraiment pas faire les séries. Tant mieux s'ils les font, parce que c'est une équipe que j'aime bien suivre, là, les Jets, mais je pense pas qu'ils vont réussir là, à lutter avec les autres équipes dans cette division-là. Fait que moi, je vais aller avec 2. Ça va être Toronto et Calgary. Puis je vais prendre pour les Flames toutes les séries. Oui, c'est ça, exact. Un petit fait honorable, tu as parlé de Lucic, c'est un des seuls joueurs à avoir marqué contre les 32 équipes, c'est quand même drôle. Et il va bien, il a une bonne saison cette année. Je pense qu'il a trouvé sa niche, trouvé sa place là-bas, puis il a l'air d'être bien aussi. Fait que ça l'aide quand un joueur comme ça, aussi robuste, aussi reconnu, fait encore peur sur la glace. Donc, ça donne l'espace pour les jeunes. Puis Winnipeg, là, c'est 99 buts contre, 99 buts contre, plus pour. Donc, on joue là-dessus. C'est surprenant. Là. Puis écoute, Minnesota a 122 buts. 122, là, c'est 23 Et pourtant, je trouve que l'attaque des Jets, sur papier, elle a plus de profondeur qu'elle du Wild. Exact. Donc, c'est vraiment... Est-ce que Paul Maurice a vu d'autres choses avant sa démission? Je pense que la question ne se pose plus présentement. Paul Maurice qui est parti disant que ça ne marche plus, il ne m'écoute pas. Mais je pense que c'est le vestiaire le problème. Il ne voulait pas peut-être dealer avec cette vague de négativité qui est dans ce vestiaire-là. Ça fait une couple d'années qu'on trouve que le vestiaire des Jets ne va pas bien. Mais là, visiblement, on le voit que ça ne marche pas partout. Troisième question, on s'en va dans le volet CH. Et là, je te pose une question qui peut sembler bizarre un peu, mais tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire. L'an prochain, chez le Canadien, ça va être quoi le duo de gardiens pour débuter la saison? Est-ce que Price part? Est-ce que Jake Allen part? Qu'est-ce qu'on fait avec Caden Primo? Est-ce qu'on lui donne une promotion? Là, on prend pour acquis, évidemment, que c'est les gardiens de l'organisation. Donc, on exclut la possibilité qu'ils vont en signer un random. Là. On parle vraiment... La question que je voulais t'amener, c'est plus, est-ce que Price va quitter? Est-ce que c'est plutôt Jake Allen qui va quitter? Est-ce que Primo va enfin avoir sa chance dans la LNH ou si on va garder Montembeault dans l'entourage? C'était plus vers là que je voulais t'envoyer pour cette question-là. Donc, selon toi, ça va ressembler à quoi le portrait des gardiens pour le Canadien pour la saison 2022-2023? Écoute, si le Canadien va faire un move au niveau de la masse salariale avec Carey Price, c'est cette année qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il gagnait 13 millions cette année. Dans le fond, c'est ce qu'il gagne, le 10,5 sur la masse, mais 13 millions présentement. Parce que l'année prochaine, il va seulement gagner 7,7. Donc, on va avoir donné, grosso modo, le gros de l'argent à Carey Price. Je vais te dire que j'aimerais encore avoir Carey Price et Jake Allen devant le filet l'année prochaine au niveau du Canadien, mais je pense pas qu'on va être capable de le faire. Moi, je pense que ça va être soit Carey Price, soit Jake Allen qui va partir, puis je pense qu'il va y avoir une promotion qui va être faite à Primo. Je pense que Primo a prouvé dans la Ligue américaine qu'il est capable de pas de dominer, mais de très bien faire, des super bons chiffres avec le Rocket. Je pense qu'on est rendu ailleurs avec Primo. Je pense juste qu'on n'a peut-être pas le grand frère qu'on a besoin en haut pour Primo, puis je pense qu'on est capable de faire garder ce gardien-là peut-être une trentaine de rencontres dans l'année, 35 peut-être, puis 40 si on est capable avec Carey Price à 50, mettons un autre 45 matchs ou peu importe, ou 50 matchs. Mais je pense que Jake Allen parle comme un gars qui dit la vérité quand il est en entrevue, dit ce qu'il a à penser. Il a signé un contrat, je pense, c'est de quoi, 2 ou 3 ans l'année passée. Moi, je pense que Jake Allen est plus alléchant avec les joueurs nationaux, les équipes nationales. Par contre, il y a des équipes, c'est sûr, qui sont prêts à payer pour Carey Price. Surtout si on retient un 50% du montant qui reste, là, 40 millions qui reste, si on garde un 20 millions à Montréal, au niveau des 4 prochaines années, là, ça ferait 5 millions par année. Donc, je sais pas. C'est une très bonne question. Moi, je pense que ce ne sera pas le duo de gardien de but Allen et Carey Price. Moi, je pense qu'on peut peut-être voir un Carey Price avec Caden Primo pour 1 an. Peut-être 2 ans, puis après ça, Primo va commencer tranquillement à prendre avantage. Je ne sais pas si Carey Price va prendre sa retraite, va vouloir déménager. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Carey Price présentement. On ne parle pas d'une régression chez le Canadien, mais évidemment, elle ne patine plus, elle ne reçoit plus de lancer. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je ne serais pas surpris de voir que Carey Price ne serait pas l'année prochaine. Je vais te poser la question avant de donner mon opinion. Là, ce que je veux te relancer là, sur Carey Price. Si le Canadien
tu vas comprendre la question pourquoi je te pose cette question-là. Si le Canadien est présentement dans la lutte pour une place en série, est-ce que Price est devant le filet à soir contre les Bruins? Oui. C'est ce que j'ai l'impression, moi Ah, aussi. puis Parce que je 11 pense sur que 10 vont dire oui, là. C'est dommage à dire, là, mais. Vu que le Canadien n'a aucune chance de faire les séries, pourquoi presser le retour de Price puis risquer d'aggraver sa blessure? Je pense, honnêtement, tu sais, quand tu me disais, là, on parlait, je pense, là, 3 ou 4 podcasts, que tu m'avais lancé à la blague de ta question, le Canadien under ou over 20 victoires. Je t'avais dit, sûrement au-dessus, est-ce que le retour de Price va venir rebalancer ça? Mais honnêtement, je pense pas qu'on le revoit cette année. Comment ça s'enligne présentement, tu l'as mentionné, là, ça semble pas vraiment s'améliorer tant que ça. Là. Je pense que la dernière update que Ducharme a dit, genre sur Price, c'est il n'a pas régressé, mais il n'a pas progressé. Bon, fait que c'est finalement. Mais patine pas, il ne reçoit pas de lancer de places. ses coéquipiers. Donc, c'est quoi si c'est pas une régression? Il faut jouer avec les mots, je comprends. Non, c'est Moi, ça. je pense que qu'est-ce qu'on a dit à Carey Price cette année, puis écoute, c'est le moment idéal de le faire, c'est prends la saison, on va te payer avec la fameuse cote médicale. C'est 13 millions cette année qu'on lui donnait. Là. Je sais pas si tu sais, là, c'est 10,5 sans masse, là, mais c'est 11 millions de bonus, 2 millions de salaire. C'est 13 millions. Là. C'est la troisième plus grosse année de contrat dans ces 8. Et d'après moi, si on est capable de passer sur le fameux médical à la Kucherov, là, on va se faire plaisir. En guillemets. En guillemets, on va se faire plaisir. Je pense pas qu'on a besoin de le revoir anyway. Sois en bonne condition, reprends ta tête, reprends tes énergies, reprends ton mental, entraîne-toi fort cet été, puis reviens en forme l'année prochaine, puis on va être prêt à te payer pour les 3 prochaines saisons. On a quelqu'un en bas qui est prêt à monter, je pense, pour faire le deuxième gardien. Jake Allen, visiblement, trouve ça dommage ce qui se passe avec Montréal. C'est peut-être un gars qu'on va garder un an de plus et donner une autre saison à Kaden Primo. On sait que la Ligue américaine ne joue pas à toutes les games. Encore de la misère avec cause qu'on est au Canada à jouer. Donc, je pense juste qu'on est sur le respirateur artificiel au niveau du Canadien présentement. Puis on se dit, garde, pourquoi le faire jouer puis risquer une autre blessure, risquer une autre blessure à la laine, au genou, au dos, peu importe. Laissez-le à la maison. Puis regardez, il recevra des lancers à partir du mois de mai ou à partir du mois d'avril. Ça ne change rien. On ne fera pas les séries, nous. Non, c'est ça. Puis son retour ferait juste nuire plus aux Canadiens que d'autres choses, dans le sens que là, c'est clair qu'on veut le plus haut choix au repêchage possible. Si Price va voler une quinzaine de games d'ici la fin de la saison, ben là, on va peut-être repêcher 10, 11, 12e. Fait que là, ça nous empêche d'avoir un espoir de premier plan parce que là, s'il vous plaît, de grâce, est-ce qu'on peut choisir le bon joueur cette fois-ci dans le top 10? Ça fait 2 fois là, qu'on se plante là, avec Galchenyuk, puis Kotkaniemi, puis même Sergachev, qui a donné Drouin, mais qu'on aurait pris Sergachev présentement. Je sais que c'est facile à dire. La journée de la transaction, j'étais hyper content, mais force est d'admettre que Drouin n'est malheureusement pas la marchandise. C'est un de mes joueurs que j'aime le plus chez le Canadien. Je trouve tellement qu'on est dur avec, mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il ne livre pas la marchandise d'un joueur qui a été repêché 3e au total. Puis c'est correct, il y en a qui c'est comme ça. Mais là, la prochaine fois, si on repêche top 3, là, faudrait. Je ne veux pas mettre de pression sur l'organisation, là, mais il faudrait ramasser le bon gars. Là. Il y a plein d'équipes qui se rebâtissent avec un choix de top 3 puis que ça va bien. Les Red Wings le font même avec des choix de top 10. Ils vont chercher un Moritz Seider qui n'était même pas censé sortir top 10. Ils vont le chercher puis c'est un joueur dominant. On peut-tu, pour une fois, chez le Canadien, aller chercher ce joueur-là qui va être dominant? Parce que on a eu les occasions là, dans les dernières années avec des choix en 2012 qu'on a eu un top 3, en 2018 qu'on a eu un top 3 aussi. Puis dans les deux cas, c'est des joueurs qui sont même pas avec l'organisation aujourd'hui. Puis ça, c'est inacceptable. On dit qu'il faut bâtir par le repêchage. Ben c'est ça. Honnêtement, un choix de top 3, top 5, tu ne peux pas te tromper malheureusement avec ça. C'est là-dessus que tu vas te baser pour rebâtir ton organisation. Fait que on va souhaiter que la Ligue nationale et le hasard vont faciliter la tâche aux Canadiens et qu'ils vont les mettre premiers pour repêcher. Là. Ça ne sera pas trop dur. Tu as juste à ramasser Shane Wright. Mais sinon, si tu repêches 2 ou 3e, là, ramasse le bon gars, s'il te plaît. Là. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais justement, tu as des scouts qui sont payés à l'année longue pour faire ça. Je ne peux pas croire qu'on va se tromper encore une fois là, avec le choix top 5. Non, tu as raison. Puis pour boucler sur Jonathan Drouin, je pense qu'on a juste surévalué ses talents. Je pense pas que c'est un mauvais joueur, mais il a joué avec Nathan McKinnon dans la Ligue américaine, dans la Ligue Jean-Major du Québec. Je pense que ça fait un peu une fleur à Nathan McKinnon. C'est jamais un joueur qui a scoré plus que 53 points par année. Fait qu'on peut pas lui demander d'en faire 80 à Montréal. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera juste pas. Donc, il faut se faire. Mais Jonathan Drouin, c'est un gars de 50 points par année. Encore une fois, cette année, 17 points en 25 matchs. C'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui a du potentiel à n'en plus finir, mais il n'est pas capable de livrer la marchandise. Pourquoi? Parce que nos aspirations sont trop grandes. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de 3e au total. Il a 26 ans, il n'est pas vieux, là. Encore beaucoup de saisons devant lui.
Mais je pense c'est un joueur un peu plus frileux qu'on pensait. C'est pas un joueur qui aime se mettre le nez dans le trafic comme on aime à Montréal. Puis malheureusement, je pense qu'il va falloir s'y faire avec ça. Et juste pour répondre à la question, puisqu'évidemment, moi, je n'ai pas répondu pour le duo de gardien, moi, je pense que ça va être Price Primo. Honnêtement, je ne vois pas une équipe qui va Ouais. oser ramasser le contrat de Price, sachant qu'il est souvent blessé, même si on retient du salaire. Oui, c'est facile de dire qu'on va échanger Price, mais ça prend deux joueurs pour transiger. Puis honnêtement, dans les équipes qui ont une fenêtre ouverte pour les prochaines années, j'en vois pas vraiment là, qui vont vouloir se sacrifier pour un gardien de 34-35 ans qui se blesse tout le temps puis que il y a un gros contrat comme ça. Fait que moi, je pense que le Canadien va être pogné avec Price. À moins qu'il y ait une équipe là, qui est vraiment désespérée. Mais encore là, je ne pense pas que c'est la solution d'aller vers un gardien à 10,5, même si l'autre équipe retient de l'argent un peu. C'est quand même un gros risque. Là. Donc, moi, je pense que c'est plus Jake Allen à la date limite cette année qui va attirer l'attention. Une équipe comme Pittsburgh là, qui ne sont pas trop sûrs avec Casey DeSmith ou les Oilers de grâce, s'ils ne sont pas sûrs avec Smith et Koskinen, qui aillent chercher Allen, c'est déjà un petit upgrade, pas un gros upgrade. Mais je pense qu'il va y avoir des équipes qui vont cogner à la porte là, pour Jake Allen. C'est bien correct aussi. Puis Primo, je pense qu'il va être prêt là. Il a déjà démontré des belles choses dans la LNH. Ouais. Tu y vas progressivement, tu lui donnes une trentaine de matchs pour commencer. Mais après ça, tu gages avec Price là, comment il veut sa charge de travail. Mais je pense que Primo est prêt à prendre le prochain step là, avec le Canadien. Ah, je suis d'accord. Puis il est temps de se faire une place. Et pour clore le segment sur réception, une autre question qui implique la date limite des transactions pour le Canadien. Ben Sherratt, ce qu'on fait avec? Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'école de pensée qu'il faut qu'ils signent un nouveau contrat avec le Canadien parce que c'est un des meilleurs défenseurs du Canadien cette année. D'autres qui espèrent qu'une équipe va débourser le gros prix à la date limite, comme un peu on a vu avec David Savard avec le Lightning, que le Lightning a payé le gros prix pour le défenseur québécois qui est maintenant avec le Canadien. Toi, tu te ranges de quel côté? Est-ce que c'est un défenseur que le Canadien doit absolument signer ou c'est un défenseur que tu dois absolument échanger pour aller chercher un gros retour, là, si gros retour il y a, évidemment? Écoute, moi, je le garderais. Je le garderais pourquoi? Parce que c'est un bon vétéran. Je pense que la brigade défensive du Canadien a toujours été un problème. Chez Weber, il ne viendra pas. On va avoir Edmondson qui va revenir aussi à un moment donné. On va avoir Chariot. Petrie, plusieurs médias semblent dire qu'il n'a plus la tête au Canadien. Moi, je pense que c'est un gars qui l'année passée, on criait quand on l'a engagé pour les 5 prochaines saisons. Il faut lui laisser une chance pour la meilleure saison de sa carrière. Ça l'arrive. Mais je pense que ça se construit par en arrière, une équipe de hockey. On a beaucoup de talent offensif. On va repêcher dans le top 3. Fait que ça serait quoi de repêcher un joueur top 3, puis après ça, repêcher après ça un 27 ou un 28 ou un 30. On n'a déjà pas bon pour le repêchage. Fait que je vois pas pourquoi on aurait deux choix de repêchage qui fonctionneraient cette année. On a la chance d'avoir un gars qui haït pas Montréal, qui aime ça jouer, puis qui est présent présentement. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas le signer peut-être un autre, je sais pas, 3 ans, 2 ans, 3 ans, puis si jamais dans 2 ans ça ne tente pas, mais on l'enverra ailleurs, c'est pas grave. Mais je pense qu'il s'y plaît ici, puis moi je ne voudrais pas pourquoi on profiterait pas de la situation là, pour garder un bon vétéran que nous autres, qui joue des grosses minutes cette année, qui joue fort, puis qui est toujours présent à chaque rencontre. Honnêtement, à la date limite de transaction, j'avais ces GM qui est disponible. Je regarde les offres. S'il y a une équipe qui ose s'aventurer et qui donne un choix de première ronde ou un espoir de bonne qualité, là, un espoir là, qui peut avoir un bon potentiel dans la LNH, moi, je laisse partir Sherratt parce que je pense que le joueur qui va prendre sa place, pas l'année prochaine, mais possiblement dans 2 ans, c'est Caden Gowley, qui est un peu un Ben Sherratt, mais en plus mobile encore. Fait que je pense que c'est lui qui va prendre cette chaise-là de défenseur gaucher, c'est la deuxième paire probablement. Romanov va prendre du galon aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais si les offres sont dégueulasses à la date limite des transactions, qu'on offre un choix de 3e ronde, genre ou de 4e ronde, à ce moment-là, je le garde puis j'essaie de le signer, mais à court terme. Je ne veux pas un Ben Sherratt qui signe pour 4-5 ans. Je pense qu'avec Petrie, on a déjà fait la gaffe parce que bien que Petrie, je l'adore, c'est un défenseur mobile, mais il est quand même déjà relativement âgé. J'ai hâte de voir dans 3 ans si ce contrat-là va être encore de bonne qualité. Moi, j'ai des doutes un peu comme celui de Gallagher là, avec le Canadien. Mais s'il est prêt à signer pour 2 ans, let's go. Le temps que justement Gowley soit prêt là, à jouer. Il ne faut pas oublier qu'un Jordan Harris aussi qui peut peut-être signer éventuellement. Norlinder va également faire un retour. Fait qu'il va commencer à avoir pas mal de défenseurs. Fait que non, s'il y a une grosse équipe qui. On sait vraiment revenir. Norlinder, ça? Norlinder et Harris, moi ça me fait peur ça. Norlinder, je pense qu'il va revenir. Il a mentionné en entrevue là, qu'il a compris là, que c'était quoi jouer dans la NHL puis qu'il va aller peaufiner ses skills un peu en Suède puis il va revenir. Harris, ça, je suis d'accord avec toi, ça m'inquiète de plus en plus. J'ai hâte de voir si Gorton va faire opérer la magie, mais
On verra bien. Sinon, il y a Struble aussi qui est son partner à Northeastern qui fait très bien aussi. Ouais. Non, honnêtement, comme je disais, s'il y a une équipe qui ose offrir le gros prix, moi, je le laisse aller tout de suite. Parce que je pense que ça peut aider le Canadien. Si on veut chercher un deuxième choix de première ronde pour le prochain draft, on va commencer à avoir un petit peu de stock de qualité si les recruteurs, évidemment, réussissent à choisir les bons gars. Mais non, honnêtement, mon premier réflexe, c'est de le laisser partir, mais pas n'importe quel prix, mettons. On va dire ça comme ça. Tu sais, mettons, je me débarrasse pas de Sherrod pour un choix de 5. Non. Ben, ça sera jamais en bas d'un choix de 3. Là. Moi, je pense que ça va être au moins un 2 avec un joueur, un 1 ou un 3 avec 2 joueurs. Mais ça sera jamais un 5. Là. Je peux pas croire qu'un ferait cette erreur-là. Impossible. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, mon cher Stéphane? Je sais que dans 10 minutes, tu as quelque chose. Ouais, il faut que je m'en aille, c'est ça. Mais non, c'est correct. C'est rare que je suis pressé pour un podcast. Mais non, j'ai rien à dire. Puis écoute, encore une fois, merci à tout le monde qui nous suive. On espère que ça continue de grossir. On est un petit podcast On n'est pas des grosses tailles, comme vous voyez, puis on se fait du fun en masse, on se crée pas trop, mais on s'amuse. Fait que, on espère. D'ailleurs, est-ce que tu veux faire la grande annonce de ton idée que tu as eue avant le podcast que tu m'as fait, que tu m'as proposé? Donc, un petit peu en terminant, je vais peut-être commencer là, au niveau de ma plateforme. Moi, j'ai streamé sur Twitch. Je suis un streamer en fait de jeux vidéo aussi. Là. Donc, t'en fais ça encore des streams? Ouais, j'en ai fait pas depuis l'événement de 2020 avec ma première petite fille. Là. J'avais arrêté ça complètement. Là. C'était trop difficile de faire ça comme plaisir. Mais j'ai décidé de recommencer cette année. Donc, je vais recommencer cette année à streamer. Donc, j'avais demandé à Max, voir avec Max, on ne peut pas faire ça sur une forme de plateforme live en même temps sur Twitch. Donc, je vais lancer mon idée, je vais peaufiner les choses, je vais me faire un background au niveau de Hockey sur demande et notre podcast, là, Hockey de demande entre chums. Et tranquillement, pas vite, on va peut-être s'en aller en ligne live. Comme ça, si vous allez pouvoir poser des questions live, réagir sur les sujets qu'on parle, puis des fois nous relancer. Ça se peut que les idées soient meilleures d'un côté ou de l'autre, des opinions. Donc, moi et Max, on regardait ça tranquillement. Puis peut-être une fois de temps en temps, le faire aussi sur le YouTube. Là. Moi, je suis un souci familier avec YouTube. Max connaît plus ça aussi. Donc, on regarde ça tranquillement. On ne lâche pas de notre côté au niveau de donner plus d'opinions, surtout plus de chances de nous parler ou de nous voir en live. Donc, au cours des prochaines semaines ou peut-être des prochains mois, là, on va essayer de peaufiner nos choses ensemble. Ouais, effectivement, là, ce ne sera pas du jour au lendemain, ce ne sera pas dès le prochain podcast. Là. Faut, comme tu as mentionné, il faut quand même là, regarder pour tout soit fonctionnel et tout ça. Surtout que moi, Twitch, là, je ne connais absolument rien. Là. Ben, je sais la plateforme, puis je l'utilise, mais je regarde des fois des streams, mais moi-même streamer, ça ne doit pas être plus compliqué que sur YouTube, j'imagine. Là, non, c'est la même chose. C'est juste que je n'ai jamais vraiment essayé. Fait que c'est plus toi qui vas s'occuper de ce département-là. Mais c'est pas impossible qu'on en fasse également live sur ma chaîne YouTube aussi. Ce serait une idée. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, ça, avec. Ça pourrait être une très bonne idée. C'est sûr qu'il faut quand même être conséquent sur les heures qu'on les fait. Parce que si, mettons, une fois on le fait à 7 heures, l'autre fois on le fait à 10 heures, l'autre fois on le fait à minuit, l'autre fois on le fait à 2 heures du matin, ce qui n'arrivera pas évidemment. Mais tu comprends qu'il faut quand même qu'on soit conséquent. Non, je ne serais pas là. En semaine surtout, on oublie ça 2 heures du matin. Exact. Non, je pense que tranquillement, on se fait une cédule. On est là un petit peu plus régulièrement puis dans les mêmes heures. Donc, c'est juste s'ajuster ensemble. Puis, écoute, ça s'annonce d'avance. Là, si on dit que le prochain podcast, c'est une semaine d'avance, on se dit que c'est le mercredi à 8 h, mais on va dire à nos auditeurs qu'on va être là pour 8 h, puis ça va être bingo. Là. Excellent. Fait qu'on va surveiller ça également là, dans les prochaines semaines, là, si on peut mettre ce plan-là en action. Sinon, si vous n'êtes pas abonné encore une fois à la chaîne, je vous invite à le faire. Allez voir la page Entre Chums, allez voir ma page d'Hockey sur demande, allez faire un petit tour sur mon blog aussi. Je recommence tranquillement à mettre un peu de texte. Là, j'en fais pas vraiment beaucoup là, intensément, mais j'en fais quand même quelques-uns là, une fois de temps en temps. Donc voilà, si vous voulez nous encourager, eh bien, vous savez maintenant où vous rendre. Sinon, Stéphane, je te dis encore une fois un gros merci pour ta collaboration pour le podcast numéro 13. On approche la vingtaine lentement mais sûrement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Yes, bonne semaine tout le monde, puis amusez-vous bien. Merci, Mike. Merci, à plus.